Bonjour chers étudiants et bienvenue à tous les étudiants qui suivent cette chaîne. Un bonjour particulier à nos amis africains du Tchad, du Cameroun, du Burkina Faso, du Sénégal qui suivent cette chaîne et qui m'envoient plein de messages. Merci à vous tous. Donc voilà, dans cette vidéo, je vais vous proposer un examen d'électrostatique, un examen d'une ENSA que j'ai reçu de la part d'un étudiant. Et dans l'objet, ça tourne autour du conducteur en équilibre. On va parler de propriétés d'un conducteur en équilibre, comment calculer la capacité d'un conducteur, comment calculer l'énergie électrostatique, comment retrouver la capacité à partir de l'énergie électrostatique, théorème de Gauss, et ainsi de suite. Donc voilà le sujet que vous pouvez télécharger bien sûr dans la description de la vidéo. Le problème, il est composé de deux parties. Dans la partie A, on va s'intéresser aux propriétés d'un conducteur chargé avec une densité de charge volumique ρ. Et voilà, et on va s'intéresser au champ électrique, au potentiel phi qu'on a noté, phi de m. Donc on considère un conducteur cylindrique infini de section circulaire de rayon R1, d'axe OZ et de hauteur H très grand devant R1, de sorte que l'on puisse négliger tout l'effet de bord. Ça veut dire que vous allez travailler dans l'hypothèse d'un cylindre infini. Donc ce conducteur présente une charge Q, on ne vous précise pas où il se trouve, mais on vous dit qu'il est en équilibre électrostatique, placé dans le vide suffisamment éloigné de toute autre distribution de charge. Il n'y a pas de phénomène d'influence. Voilà, pour négliger toute influence. On pourra utiliser les coordonnées cylindriques, bien sûr. Les questions dans la première partie, et je vais corriger d'abord cette première partie, vous avez 4 questions. Décrire la distribution de charge électrique de ce conducteur en équilibre et justifier clairement votre réponse, ça veut dire quelle est la nature de cette distribution de charge. Analyser les symétries et les invariances de la distribution et en déduire la direction du champ et les variables dont il dépend. Établir l'expression du champ en tout point de l'espace et représenter le module de E en coordonnées d'espace. Quelle est la valeur du champ pour R égale à R1 par valeur supérieure, R égale à R1 par valeur inférieure? Quel résultat retrouve-t-on? Donc voilà pour cette première partie. Bien, donc avant de donner l'énoncé de la première partie, on va corriger cette première partie qui est très simple. Donc je rappelle ici un cylindre hauteur H très grand devant R1 de charge Q en équilibre. Voilà le mot clé, en équilibre électrostatique. Donc on va étudier les propriétés d'un conducteur en équilibre que je rappelle ρ égale à 0, le champ à l'intérieur égale à 0, V égale une constante et s'il existe une charge, elle est obligatoirement surfacique. Donc il faut répondre la nature de la distribution de charge, c'est une densité de charge surfacique car le conducteur est en équilibre. Bon, les symétries des invariances, puisqu'on travaille dans l'hypothèse où H est très grand devant R1, on néglige tout effet de bord. Donc on va travailler dans l'hypothèse d'un cylindre infini. Ça veut dire pour un point M quelconque de l'espace, vous avez deux plans de symétrie, c'est-à-dire le plan MER EZ et MER θ sont deux plans de symétrie. Donc le champ électrique, de plan de symétrie des densités de charge bien sûr. Donc le champ appartient à l'intersection, ça veut dire suivant ER. Vous avez invariance par translation, puisqu'on suppose le cylindre infini, invariance par rotation. Donc le champ ne dépendra ni de Z ni de θ et les suivants ER. Tout ça, c'est largement étudié dans la chaîne. L'expression de E, là aussi, je l'ai démontré je ne sais pas combien de fois sur la chaîne. Il suffit d'appliquer le théorème de Gauss. Voilà le cylindre de rayon R1. Donc on va choisir un cylindre de rayon petit r, de hauteur petit h, et on va calculer le flux de champ électrique à travers ce cylindre. Pour appliquer le théorème de Gauss, bien sûr, représenter les vecteurs D de S, le vecteur E. Vous voyez bien que sur les bases, E est perpendiculaire à D de S, donc il vous reste 0 sur les bases, et il ne reste que la surface latérale. E et les suivants ER, D de S et les suivants ER, donc j'enlève les vecteurs, comme le champ ne dépend que de R. Sur la surface latérale, le rayon est constant, donc le champ est constant. Donc ça sera E multiplié par la surface latérale d'un cylindre de rayon R et de hauteur H de pi R fois H. Voilà le flux. Vous le faites soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. C'est la même expression. Donc, qu'est-ce qui change? C'est la charge intérieure. Donc, on va distinguer deux cas, petit r inférieur à R1 et petit r supérieur à R1. Donc, si le cylindre, la surface de Gauss se trouve à l'intérieur du cylindre, bien sûr, puisque la charge n'est que sur la surface, la charge intérieure est nulle. Donc, le champ à l'intérieur est égal à 0.
Parmi les propriétés d'un conducteur en équilibre, bien sûr, le champ interne est 0. Pour R supérieur à 1, vous avez la charge intérieure, ça sera sigma fois la surface de Gauss qui est 2pi, et la surface chargée qui est 2pi R1 fois H. Bien sûr, si vous prenez la surface de Gauss ici, un cylindre comme ça, de hauteur H, quelle est la partie qui est chargée? Les charges se trouvent uniquement sur cette surface-là. Donc, il se trouve sur le cylindre de rayon combien? De rayon R1. Donc, c'est sigma 2pi R1 fois H. Donc, le flux est égal à Q intérieur sur epsilon 0. Et voilà le champ à l'intérieur. Bien, pour représenter le champ, bien sûr, il est nul à l'intérieur. À l'extérieur, il varie en 1 sur R. Et pour petit r égale à grand R, à R1, il vaut sigma sur epsilon 0. Donc, vaut sigma sur epsilon 0, il tend vers 0. Donc, le champ pour R1 par valeur supérieure, c'est-à-dire ici, vous voyez bien que c'est sigma sur epsilon 0. Par valeur inférieure, c'est 0. Donc, vous avez ce qu'on appelle une discontinuité du champ électrique. Donc, si j'appelle le milieu 2 l'extérieur, le milieu 1 l'intérieur, vous voyez bien que E2 moins E1 au voisinage de la surface qui sépare les deux milieux, E2 moins E1, c'est sigma sur epsilon 0. Or, vous voyez que E2 ici, il est perpendiculaire à la surface, donc E2 se réduit à sa composante normale. Donc, E2 normal moins E1 normal est sigma sur epsilon 0, et ça, c'est la fameuse relation de passage entre deux milieux. Donc, pour le champ électrique, vous avez deux relations de passage. Vous avez continuité des composantes tangentielles. Ici, ils sont continus parce que vous avez E1, E2 tangentiel égale E1 tangentiel égale à 0. Les deux sont nuls. Par contre, la composante normale, elle est discontinue. Dans le milieu 1, il vaut sigma sur epsilon 0. Dans le milieu 2, il vaut 0. Et la discontinuité, c'est toujours sigma sur epsilon 0. C'est ce qu'on appelle la relation de passage ou bien les relations de continuité. Donc voilà pour la première partie, essentiellement des questions de cours. Bien, maintenant, on va passer à la partie B. On va prendre toujours le conducteur C1 et entourer cette fois-ci d'un conducteur C2. Voilà le conducteur C2. De même hauteur, de rayon R2, de même axe de révolution, un générateur de tension continue n'est pas représenté sur le schéma, impose au conducteur C1 un potentiel U. Donc ce conducteur, il est soumis au potentiel U et non pas U1, qui est positif. On note Q1, sa charge totale, Q1 la charge totale de C1 et Q2 la charge totale de C2. Et on note Q2 extérieur, une éventuelle charge amenée de l'extérieur. Imaginez que vous avez un conducteur à l'extérieur qui va décréer des charges par influence ou quelque chose comme ça. L'essentiel, on vous dit que en plus de Q1 et Q2, vous avez Q2 extérieur, c'est une charge éventuelle qui peut venir de l'extérieur. Bien. Quelles sont les questions? Vous avez, en appliquant le théorème de Gauss, déterminé la charge portée par l'armature intérieure, et par cette armature-là, en déduire la relation entre Q1, Q2 et Q2 extérieur, déterminée par l'armature intérieure de C2, et en déduire la relation entre Q1, Q2 et Q extérieur. Comment Q2 extérieur est-elle répartie sur C2? Est-ce qu'il a une influence sur Q1? Donner l'équation de Maxwell-Gauss. Dans le cas général, donner l'expression de E qui relie le champ au potentiel. On dit dire l'équation différentielle vérifiée par le potentiel. Qu'appelle-t-on cette équation? Tout ça, c'est des questions de cours. Déterminer l'expression du potentiel électrique que crée le conducteur C1 s'il est seul dans l'espace. Montrer que cette expression diverge loin du conducteur, si on suppose celui-ci seul. Comment peut-on interpréter cette divergence? Que vaut le potentiel dans le cas du conducteur C1? Comment appelle-t-on un tel volume? Maintenant, le conducteur C2 est à présent lié à la Terre. Donc, à partir de 8, on va le lier à la Terre. Que vaut le potentiel du conducteur? En déduire l'expression du potentiel électrique en tout point de l'espace compris entre C1 et C2 en fonction de R, U, R1 et R2. Représenter graphiquement ce potentiel entre 0 et R2 extérieur. Que vaut R2 extérieur dans ce cas-là, c'est-à-dire dans le cas où C2 est lié à la Terre. Rappeler la définition d'un conducteur, déduire des questions précédentes l'expression de la capacité du condensateur cylindrique représenté sur la figure 1. Enfin, on rappelle que la densité volumique, donc là faites attention, c'est minuscule, il y a un problème de notation, d'énergie électrostatique dans le vide et dont le conducteur est défini par W minuscule, 1 demi epsilon 0 au carré, c'est la densité. On suppose désormais que Q2 extérieur égale à 0, dans cette partie-là. Déterminer la densité d'énergie électrostatique dans tout point de l'espace.
en déduire l'énergie. Vous voyez bien, là, c'est W majuscule, c'est l'énergie, et petit w, c'est la densité. Il faut faire la différence entre densité d'énergie et énergie électrostatique. Et en déduire la capacité à partir de cette énergie-là. Donc voilà pour la partie 2 que je vais essayer de corriger en détail. Bien, donc première question, quelle est la charge portée par l'armature intérieure du conducteur C2? Donc voilà le conducteur C2, voilà son rayon intérieur, R2, et voilà son rayon extérieur, R2 extérieur. Et bien pour cela, il suffit d'utiliser là aussi toujours les propriétés d'un conducteur en équilibre. Donc je vais prendre un cylindre, une surface de Gauss qui est comprise entre R2 et R2 extérieur. Donc on note Q1, la charge du conducteur interne, Q2, la charge totale de C2, Q2 extérieur, charge amenée par l'extérieur. Donc on va appliquer le théorème de Gauss sur cette surface-là. Or, vous savez ici qu'on est à l'intérieur d'un conducteur en équilibre. Donc ça, c'est l'intérieur d'un conducteur en équilibre. Donc on sait par propre définition que le champ il est nul à l'intérieur d'un conducteur en équilibre. Donc si je prends cette surface de Gauss, bien sûr c'est un cylindre de hauteur h et de rayon petit r, le flux de champ électrique à travers ce cylindre, on l'a déjà calculé, c'est 2πr fois h fois E, qui est égal à la charge intérieure à cette surface divisé par epsilon 0. Or, quelle est la charge intérieure à cette surface? Vous avez Q1 plus la charge qui se trouve sur cette armature que je vais noter Q'1. Donc, je dois avoir Q1 plus Q'1 égale à 0, tout simplement. Donc, c'est ce qu'on appelle quoi? C'est ce qu'on appelle le phénomène d'influence totale. Donc, la charge de l'armature du conducteur C2, armature interne, va être l'opposé de la charge du conducteur interne C1. Donc, ça, on le démontre par cette méthode de théorème de Gauss. Bien sûr, ce schéma-là, je vais peut-être le détailler ici. Vous avez ici le conducteur externe de rayon R2. Voilà le conducteur externe, hein, celui-là. Et voici bien sûr le cylindre interne de rayon R1. Voilà. Et la surface de Gauss que j'ai pris, bien sûr, c'est une surface ici. Pardon, voilà, je vais enlever ça. Voilà. Voilà ma surface de Gauss. Donc le flux à travers le cylindre, le flux ne change pas, hein, c'est parce que la direction de E il est toujours radiale. Mais quelle est la charge intérieure à ce cylindre? Il y a bien sûr cette charge-là, plus la charge qui se trouve sur ce conducteur-là. Donc c'est Q1 plus Q'1. Comme le champ ici, ça c'est à l'intérieur d'un conducteur, le champ est égal à 0, le flux est égal à 0, et donc on arrive au résultat. Donc, la charge quelle est la relation entre Q2 et Q1 et ainsi de suite. Donc, charge de C2, donc sa charge totale c'est Q2, donc ça sera la charge de l'armature intérieure, plus, donc ça c'est conservation de charge, c'est moins Q1 plus Q2 extérieur. Donc ça, donc par influence sur Q1. Donc pas d'influence sur Q1, pardon. Est-ce que ce Q2 extérieur va influencer la charge Q1? Non, c'est ce qu'on appelle, si vous amenez ici des charges, quelle que soit la charge que vous amenez sur cette partie extérieure, il ne va pas influencer la charge qui se trouve sur Q1. C'est ce qu'on vient de montrer. Parce qu'il suffit de prendre cette surface de Gauss, vous avez toujours Q1 plus Q'1 égale à 0 tant que ce conducteur est en équilibre. Donc, quelle que soit la charge que vous amenez ici, il ne va pas influencer sur la valeur de Q1. Et vous avez bien sûr la relation, la charge totale de Q2, c'est la charge de l'armature interne plus la charge de l'armature externe. Et vous avez cette relation que doit vérifier ces densités de charge. Après, vous avez quelques questions de cours. L'équation de Maxwell-Gauss, c'est divergence de E égale à ρ sur epsilon 0, ou bien ce qu'on appelle le théorème de Gauss se forme local. Théorème de Gauss se forme local, c'est la même chose. Maxwell-Gauss. La relation entre le champ et le potentiel, bien sûr, E c'est moins gradient de phi. Hein. Bon, ici c'est phi, hein, c'est ce qu'on note d'habitude V, hein, c'est moins gradient de phi. Bien sûr, ici phi, vous avez un cylindre infini, il ne dépend que de R, par invariance. Donc le gradient va se réduire à d de phi sur d de R suivant ER. Quelle est l'équation différentielle vérifiée par le potentiel? Il suffit d'appliquer divergence de E. Donc là, c'est divergence de E est égal à ρ sur epsilon 0. Je remplace E par moins gradient de phi. Et vous savez que div de grade, c'est le Laplacien. Donc ça vous donne Laplacien de phi plus ρ sur epsilon 0 égale à 0. Ça, c'est ce qu'on appelle l'équation de quoi? De Laplace. Bien, on veut calculer maintenant ce potentiel.
Donc là, exprimer phi K où C1 est seul. Hein, donc, on suppose que C1 se trouve seul, conducteur interne de charge Q. On a déjà montré que le champ à l'intérieur, c'est 0, le champ à l'extérieur, c'est sigma R1 sur epsilon0 petit r. Puisqu'on nous demande d'exprimer phi en fonction de Q, donc je vais introduire tout de suite l'expression de Q. C'est sigma fois la surface, qui est 2πr1 fois h, surface latérale bien sûr. Donc voilà le champ sur le conducteur, à l'extérieur du conducteur C1. Donc c'est une constante sur R. Pour calculer le potentiel, on utilise bien sûr E égale à moins d de phi sur d de R. Donc si R est inférieur à R1, E égale à 0, ça veut dire phi est égal à une constante. Or, on vous dit le conducteur interne, il est soumis à un potentiel constant U. Donc cette constante, c'est la tension U, qui est positive. Pour R supérieur à 1, vous avez moins sigma R1 sur epsilon0 R. Ça, c'est E, c'est d de phi sur d de R. Donc, d de phi, c'est égal à une constante d de R sur R. Ensuite, on fait l'intégrale. On ne met pas les bornes, mais il faut ajouter une constante. Hein, faites attention, si vous calculez le potentiel en un point, ce n'est pas la peine de mettre les bornes, mais il faut ajouter une constante. Donc, l'intégrale de phi, c'est phi. L'intégrale d de R sur R, c'est le log de R plus une constante. On va déterminer la constante par la continuité du potentiel. Donc, continuité de V. Donc, V, le potentiel, est toujours continu. Donc, pour R est égal à R1, le potentiel à l'intérieur doit être égal au potentiel à l'extérieur. Donc, ça, c'est phi à l'intérieur. Ça, c'est phi à l'extérieur. C'est-à-dire, pour R égale à R1. Donc, on va remplacer ici R par R1. Et donc, le potentiel ici, c'est U. C'est à l'intérieur. Est égal à moins sigma R1 sur... Donc, cette constante C, ce sera quoi? Ce sera U plus sigma R1 sur epsilon0 log de R1. Je le remplace ici. Je factorise par moins sigma R1 sur epsilon0. Vous allez voir log de petit r moins log de R1, c'est log de petit r sur R1 plus I. Donc voilà le potentiel à l'extérieur du conducteur R1. Ou on peut remplacer en fonction de Q, il suffit de remplacer sigma par Q sur 2pi R1 fois H. Clair? Voilà, en remplaçant Q par sa valeur, voilà l'expression du potentiel. Donc vous voyez bien que si R tend vers l'infini, ce potentiel tend vers moins l'infini. Donc ce potentiel diverge. Ah, d'accord? Donc pourquoi il diverge? Parce qu'on suppose que le conducteur saute dans l'espace, mais il contient des charges jusqu'à l'infini. Donc c'est une densité de charge infinie qui va créer un potentiel infini. Quel est le potentiel du conducteur C1? Bien sûr, par hypothèse, son potentiel il est constant, il est égal à U. Et qu'est-ce qu'on appelle ce volume? On l'appelle un volume équipotentiel. Ça veut dire pour tous les points, non seulement la surface, mais aussi le volume. C'est un volume équipotentiel où le potentiel est constant est égal à U. Donc ça, c'est déjà donné dans l'énoncé. Dans la suite, on va mettre maintenant C2 à la Terre. Voilà le conducteur C2. Hein. On va le mettre à la Terre. Qu'est-ce qui va changer? Donc les charges qui se trouvent à l'extérieur vont migrer vers la Terre. Hein. Donc la charge à l'extérieur va être égale à 0 et le potentiel de C2 va être égal à 0. C'est ça qui va changer. Donc on l'a mis à la Terre, ça veut dire son potentiel il est nul sur cette surface. Mais comme le conducteur c'est un volume équipotentiel, donc partout ici le potentiel va être phi égal à 0. Partout. Ce volume, cette surface et celle-là. Bien. Donc pour R inférieur à R1, vous avez R inférieur à R1 phi égal à U. Et pour R supérieur, R compris entre R1 et R1, on avait montré que phi est égal à A log de R plus B. Donc on va essayer de déterminer parce que vous avez tout simplement, vous avez E, D de E, D de E, bon là, voilà. Donc vous voyez, D de V sur D de R est égal à une constante sur R. Ça veut dire V est égal à A fois log de R plus B. Et pour déterminer A et B, on va utiliser tout simplement les conditions aux limites. Donc, pour R égale à R1, le potentiel est égal à U. Pour R égale à R2, le potentiel est égal à 0. Donc, vous avez deux inconnus, deux équations. Donc, pour R, ça c'est valable entre un, ce potentiel est valable, je répète, entre le conducteur C1 et le conducteur C2. Celui-là est au potentiel U, celui-là au potentiel 0. Entre les deux, vous avez A log de R plus B. Mais le potentiel doit être continu. Hein. Le potentiel qui est là doit être continu. Donc ici c'est 0, ici c'est U. Ensuite, il doit varier de façon continue jusqu'à 0. Ici c'est 0. Donc il est continu en ce point, il est continu en ce point. Donc la relation de continuité ici vous donne U égale à A log de R1 plus B.
Et la continuité en ce point, c'est-à-dire en R égale à R2, va vous donner 0 est égal à log de R2 plus B. Donc on fait 1 moins 2 par exemple. 1 moins 2, ça vous donne U égale à A log de R1 sur R2. Donc A est égal à U sur log de R1 sur R2. Ensuite, je remplace dans 2 A par sa valeur et je trouve petit b. En remplaçant A et B par leur valeur, voilà l'expression du potentiel. On peut mettre U sur log de R1 sur R2 en facteur et ça vous donne l'expression finale du potentiel. Et voilà sa représentation graphique. À l'intérieur du conducteur C1, c'est un potentiel constant, c'est un volume équipotentiel. À l'intérieur de C2, donc là c'est R2 jusqu'à R2 extérieur. Hein. Ça c'est R, on s'arrête à R2 extérieur. R2 extérieur. Le potentiel est nul là, parce qu'on le met à la terre, donc ici c'est 0. Volume équipotentiel, entre les deux, le potentiel varie en 1 sur R. Voilà, varie pas en 1 sur R, mais log de R sur R2. Hein. Donc ça c'est... voilà. Donc voilà, donc il est U positif, 0, donc voilà, pour qu'il soit continu. Voilà l'expression de U. Bien, question 9, on nous dit de rappeler l'expression de la capacité. Bien sûr, C est égal à Q sur V1 moins V2, ou bien I1 moins I2. Le conducteur C1 est semé au potentiel I1. Le conducteur C2 est semé au potentiel... l'armature interne, ça c'est l'armature externe. Donc ça c'est la définition d'un conducteur dans le cas général. Pour déterminer la capacité, j'ai déjà expliqué plusieurs fois, il suffit de calculer la circulation de E entre le conducteur 1, l'armature interne et l'armature externe, c'est-à-dire intégrer D de V, donc vous avez D de V est égal à moins E D de R, intégrer ça entre U1 et U2, entre U1 et U2, ou bien entre U et U2, l'intégrale entre 1 et 2, donc D de V ça vous donne U1 moins U2, D de R sur R, ça vous donne log de R2 sur R1. Or, en calculant C, c'est Q sur E1 moins E2. Q sur E1 moins E2, ça va donner 2πh sur ε0 log de R2 sur R1. Voilà ce qu'on appelle la capacité d'un condensateur de hauteur H. On peut définir capacité par unité de longueur. Vous voyez bien, c'est un paramètre géométrique qui ne dépend que de la hauteur, de la rayon de l'armature interne et du rayon de l'armature externe et du milieu qui est entre les deux puisque c'est le vide. Vous avez ici epsilon 0. Bon, si c'était un matériau, on aurait mis ici epsilon, permittivité de ce matériau. Bien sûr Q de extérieur égale à 0 du moment qu'il est mis à la terre. Enfin, dernière question, on vous rappelle que la densité d'énergie, c'est 1 demi epsilon 0 au carré. Ça signifie dans chaque région, vous avez un champ électrique, vous avez localisation d'une énergie et la densité d'énergie, c'est 1 demi epsilon 0 au carré. Donc, quelle est la densité d'énergie dans notre système? Ici, vous avez un champ nul, vous avez ici un champ nul. Entre les deux, vous avez un champ différent de 0. Donc, l'énergie est localisée entre l'armature interne et l'armature externe. Et cette énergie, ou bien cette densité d'énergie, c'est epsilon 0 sur 2 fois E au carré. Voilà, je rappelle l'expression de E. Donc, ça vous donne Q1 au carré sur 8 pi carré epsilon 0 H carré sur R carré. À l'intérieur, à l'extérieur, bien sûr, c'est 0. Maintenant, ça c'est la densité. Hein. Ça, c'est la densité. Donc, ça, c'est l'énergie. Faites la différence. Ça, c'est l'énergie. L'énergie électrostatique. L'énergie électrostatique, c'est l'intégrale de la densité sur le volume du conducteur étudié. Donc, j'intègre R1, R2, W sur tout le volume. Un élément de volume aux coordonnées cylindriques, bien sûr, c'est R, D de R, D de θ, D de Z. Mais si vous intégrez une grandeur qui ne dépend que de R, vous pouvez utiliser tout de suite 2π R fois H, D de R. C'est-à-dire, on a intégré Z entre 0 et H, on a intégré θ entre 0 et 2π, ça vous donne 2π fois H, il vous reste R, D de R. Voilà, donc voilà un élément de volume, voilà E, epsilon 0, voilà WE, on l'a déjà calculé ici. Après, vous avez bien, en simplifiant par R, il va vous rester log de R2 sur R1. Donc ça vous donne 1 demi, je peux le mettre 1 demi Q1 au carré sur ce terme. Pourquoi je l'ai mis sur ce terme? Parce que l'énergie d'un conducteur peut s'écrire, c'est 1 demi C fois I au carré, ou bien 1 demi Q1 au carré sur C. Donc 1 demi Q1 au carré sur C. Donc tout ça va être la capacité. Et vous voyez bien que je retrouve exactement la même valeur qu'on a calculée tout à l'heure
par la méthode directe. Donc voilà pour ce sujet qui s'intéresse bien sûr à l'étude des conducteurs en équilibre, de calculer la capacité, des problèmes de symétrie, d'invariance et ainsi de suite. Donc j'espère que la solution est claire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. J'attends toujours vos commentaires, vos encouragements. Bonne chance, bon courage et à très bientôt.